dans ce que l'on voit dans la série, on a l'impression qu'on est à un stade un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire une sorte de tournoi collectif. L'objectif de ces rencontres était aussi de capturer du butin. C'était l'occasion de grands rassemblements au cours desquels on pratiquait des beuveries, etc. et donc des choses peu chrétiennes. Ce qui est assez curieux, c'est qu'ils lui ont mis un casque qui est ridicule, qui est un casque assez étroit, qui fait directement référence au gros aume de joute qu'on va créer à la fin du XIVe siècle. Bienvenue dans Culture Pop, la série qui fait le lien entre les séries et les collections du musée de l'Armée. À moins d'habiter sur la Lune, vous n'avez certainement pas échappé aux teasers et aux annonces pour la sortie de la nouvelle série de la chaîne HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, et qui est en fait un préquel qui fait partie de l'univers Game of Thrones, rédigé par le même auteur, donc George R. Martin. Il n'est pas question de divulgacher évidemment ce que cette série va nous annoncer, mais il est question d'un tournoi. Ce sujet des tournois, évidemment, a un peu attiré notre curiosité au musée de l'Armée, parce qu'il se trouve que nous sommes en train de préparer une grande exposition sur les tournois, et donc c'était assez amusant de faire une petite relation entre ce que nous voyons déjà sur les premières images et les pièces que nous avons dans nos collections qui sont en relation avec cette thématique-là. L'on entrevoit dans la série, c'est qu'a priori ces joutes se pratiquent sur un terrain assez grand avec plusieurs lices parallèles. C'est-à-dire qu'on a plusieurs jouteurs qui vont s'affronter ensemble. Ce sont des pratiques qu'on trouvait au début de l'époque médiévale, aux origines des tournois. Le tournoi, ce sont des combats simulés qui en fait vont servir à l'entraînement des combattants, à l'entraînement des chevaliers, et qui se mettent en place à partir de la fin du XIe siècle. Et au départ, ce sont des mêlées. On se déploie sur un vaste terrain et deux groupes de cavaliers vont s'affronter, vont se poursuivre sur un territoire en essayant de ne pas se blesser, même s'il pouvait y avoir de nombreux accidents. L'objectif de ces rencontres était aussi de capturer du butin, puisque les vainqueurs s'appropriaient les armes et les chevaux des vaincus. Donc on est dans des tournois qui vont servir aussi au prestige et à l'enrichissement de ces jeunes nobles un peu turbulents. L'Église voyait d'un œil assez sévère ce genre de choses. Elle appelait ça des détestables foires, parce qu'évidemment il y avait des blessés, il y avait des morts. C'était l'occasion de grands rassemblements au cours desquels on pratiquait des beuveries, etc. et donc des choses peu chrétiennes. Et donc l'Église va essayer de réguler les mœurs de cette aristocratie chevaleresque naissante. Et en fait, le tournoi va être remplacé par la joute, qui consiste à voir s'affronter une paire de combattants. Seulement une paire de combattants, en gros les meilleurs. Et donc quelque chose de beaucoup plus régulé, de beaucoup plus codifié. Et dans ce que l'on voit dans la série, on a l'impression qu'on est à un stade un petit peu intermédiaire. C'est-à-dire une sorte de tournoi collectif, mais chacun est dans son couloir et va jouter donc à côté d'une barrière face à un adversaire qui est en face de lui. Ce qui est assez amusant, c'est que ce tournoi est un vaste camp de toile installé en pleine nature, avec des tentes, avec des échoppes, avec des chariots, etc. Et on pense à un grand événement historique européen, on pense au camp du Drap d'Or, à la rencontre du camp du Drap d'Or, qui est une grande rencontre diplomatique qui a eu lieu également en plein champ entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre en 1520. Et au cours de cette rencontre, donc, les deux souverains ont rivalisé d'élégance, de courtoisie, se sont invités mutuellement avec leur cour lors de banquets, de bals, et ont également pratiqué la joute et le tournoi, donc largement. Et je pense que cet événement assez court, puisqu'il a duré une quinzaine de jours, donc du camp du Drap d'Or, a peut-être inspiré le déploiement de tentes et cette espèce de tournoi installé en pleine nature qui va être, semble-t-il, le lieu central d'une grande partie de la série. On est dans un environnement fantastique, donc évidemment il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher des référents historiques à tout prix. Ça évoque quand même furieusement le XIIIe siècle, avec certains équipements, certains casques, certaines épées, des costumes plutôt longs, peu d'armure, des boucliers également, des écus triangulaires qui sont tout à fait propres à ce qu'on trouve au XIIIe ou au début du XIVe siècle, avec des références un peu plus précises, notamment au niveau des épées. On voit d'ailleurs plusieurs fois des détails sur l'épée du héros, qui est une épée du XIIIe siècle, un peu surdimensionnée, comme c'est assez habituel souvent au cinéma ou dans les séries. Vous voyez que les épées du XIIIe siècle, en fait, elles sont d'assez petite dimension, hein, c'est des armes assez réduites, mais vous avez les mêmes qui y ont droit. Vous avez le pommeau avec une sorte de partie centrale qui est un petit peu en relief. Le pommeau de notre héros est un pommeau qui a une forme, en fait, octogonale, un peu aplatie. Donc on est, si vous voulez, à un mélange entre cette épée et celle-ci, que je vous montre ici, où vous retrouvez une forme géométrique. Donc vous avez un petit peu un mélange, si vous voulez, entre ces deux armes, donc entre les mains de notre personnage.
Alors un autre détail qui est assez amusant et qui a une référence historique assez précise, c'est le casque du héros. Duncan, Sir Duncan, ce personnage, cet écuyer donc, qui va affronter ses collègues à la joute, c'est un personnage qui est très grand. Et d'ailleurs, sa taille est un des éléments de sa personnalité. C'est une taille qui l'encombre un petit peu. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'ils lui ont mis un casque qui est ridicule, qui est un casque assez étroit, assez sobre, qui fait directement référence aux gros aumes de joute qu'on va créer à la fin du XIVe siècle, qui sont des casques extrêmement lourds, pas du tout le casque extrêmement léger qu'il tient. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aumes à tête de crapaud, ils pèsent 10 kg. Donc j'en bave, qui sont des casques en fait extrêmement résistants, beaucoup plus résistants que ce que l'on voit dans la série, qui étaient destinés vraiment à encaisser un choc extrêmement violent. Ce sont des casques qui sont inutilisables à la guerre parce qu'ils n'assurent aucune mobilité, ils sont posés sur les épaules, on ne peut pas tourner la tête, il n'y a aucune ventilation, vous avez juste une large fente pour les yeux. En fait, pour voir clair, il faut baisser la tête. Et en fait, le champ de vision va s'élargir et au moment où vous recevez le coup de lance, eh bien, il suffit de relever un petit peu la nuque et du coup, le visage est entièrement protégé avec cette partie frontale qui va servir aussi de déflecteur de coup avec une arête centrale. L'empereur Maximilien, que nous mettrons en scène dans l'exposition tournoi, justement, a beaucoup pratiqué la joute avec ce genre d'accessoires et il en avait une collection dont nous sommes les héritiers. Vous en avez quelques-uns sur l'étagère au-dessus de moi. A attiré aussi notre attention. Alors c'est un personnage qui tranche un petit peu avec les autres jouteurs. Il semble que c'est le méchant de la série, qui est un des rares à porter une armure qui a une physionomie très particulière, une armure un peu écailleuse. Et il se trouve que le casque qu'il porte est un casque en forme de tête de dragon. Et évidemment cette pièce évoque très nettement une pièce qui est un peu une célébrité des collections du musée, qui est la fameuse bourguignotte dite au griffon, qui est en fait une pièce italienne étonnante qui a été réalisée par un maître milanais donc dans les années 1540-1550. C'est un chef-d'œuvre du travail au repoussé. Le travail au repoussé, c'est ce travail en relief qui permet effectivement de transformer, là en l'occurrence un casque, en une véritable sculpture animalière. En réalité, ce genre de pièces, qui sont des pièces décoratives, étaient inutilisables pour des circonstances comme un tournoi, puisqu'en fait, ce type de technique de réalisation, ce type de travail fragilise le métal. Mais ce genre d'objet était vraiment porté dans un contexte d'apparat, dans un contexte de festivité. Dans le making-of qui a été proposé donc en marge de la série, on voit dans le magasin des accessoires qui est réalisé pour la série, on voit ce qu'on appelle des targes. Alors les targes, ce sont des boucliers qui sont vraiment conçus pour la joute, qui ont une forme plutôt quadrangulaire. Je vous présente ici une targe du XVe siècle avec son décor peint, qui est une pièce assez exceptionnelle que nous avons restaurée il n'y a pas très longtemps. En fait, ce n'est sans doute pas une targe de tournoi parce qu'elle est trop peu épaisse. Elle n'est pas suffisamment solide, si vous voulez, pour encaisser un coup de lance. Par contre, on a repris la structure de la targe de tournoi. Elle est relevée en fait par le bas pour qu'évidemment le bras puisse se positionner pour tenir les rênes. Donc c'est vraiment une pièce qui est tout à fait adaptée à l'équitation pour une pratique de joute. Et ce modèle-ci, contrairement à ceux que vous voyez dans la série, est même échancré pour poser la lance. La lance, en fait, était couchée, si vous voulez, et cette échancrure servait à coucher la lance pour pointer son adversaire. Et ce sont des boucliers qui se mettent en place à peu près au moment où on adopte les aumes à tête de crapaud, donc à la fin du XIVe siècle. Et on a un certain nombre de détails, notamment la réalisation d'une grande tente, qui est assez spectaculaire, avec notamment des têtes d'animaux sculptées, qui sont au-dessus des poteaux de la tente et qui donnent une dimension assez fantastique, finalement, à cette tente. Là aussi, il y a des référents historiques. La British Library possède une série de dessins où on voit des grandes tentes qui ont été réalisées pour Henri VIII et on voit ces grands déploiements de soie, parce que c'était souvent des tentes en soie, avec des sculptures animalières qui sont positionnées au-dessus de chacun des poteaux de la tente. C'était des sculptures qui étaient soit en bois doré, soit même en argent, et donc qui contribuaient à l'apparat de ces grandes tentes organisés pour ces grands événements, ces événements éphémères, comme le camp du Drap d'Or auquel on faisait allusion tout à l'heure. Dans ces éléments de décor, un dernier petit détail que l'on voit également à un moment dans le making-of, alors qui est assez amusant parce que là nous avons une allusion directe à la monarchie britannique, c'est la rose.
La rose qui est en fait un des symboles clés de la monarchie anglaise. Là, je vous montre une petite rondelle de poing qui est en fait une pièce qui a appartenu à Henri VIII. Un petit bouclier qui servait pour la pratique de l'escrime. Donc on le tenait de la main gauche avec une forte épée dans la main droite. Cette pratique de l'escrime à la bocle, c'est le nom que l'on donne à ce genre de rondelle de poing et à l'épée, est une pratique typiquement anglaise. Et il se trouve que nous avons un bouclier qui a été conçu pour cet usage et qui porte toute une emblématique aux armes d'Angleterre. Au centre, cette espèce d'excroissance étrange est en réalité une grenade qui fait allusion à Catherine d'Aragon, qui était une des épouses d'Henri VIII et dont la grenade était le symbole, était la devise. Vous trouvez les armes d'Angleterre donc sur cette pièce, avec des dragons qui servent de tenants, c'est-à-dire qui soutiennent les grandes armoiries, et vous trouvez la rose. En fait, ce sont deux roses emboîtées l'une dans l'autre, la rose rouge des York et la rose blanche des Lancaster, qui sont donc deux familles aristocratiques qui ont rivalisé après le désastre anglais de la guerre de 100 ans, donc pour une longue période de guerre civile. Et d'ailleurs, cette guerre civile anglaise qui a été extrêmement dure a inspiré George R. R. Martin son cycle Game of Thrones, avec des familles aristocratiques qui sont en rivalité. Et on est tout à fait dans une transcription d'épisodes médiévaux réels qui sont devenus un élément de son imaginaire. Alors, beaucoup des objets qui sont ici sont des pièces que vous pouvez voir dans les salles du musée de l'armée, notamment dans la salle des Lys qui est consacrée au tournoi. Avant donc la grande exposition que nous consacrerons à ce sujet au printemps 2027, qui est une exposition qui proposera en fait une déambulation, un voyage dans l'Europe des grands tournois au XVIe siècle.